Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et avec Guillaume Tabar, donc ce vendredi matin. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Les annonces d'Olivier Véran confirmées par M. Castex hier soir en ce qui concerne Aix-Marseille et les restaurateurs qui vont devoir fermer, etc., ont déclenché la fureur de tout le personnel politique du coin. L'intervention du Premier ministre hier soir a-t-elle, selon vous, permis de lever les incompréhensions ou pas du tout ? Écoutez, en tout cas, je vous livre ce détail significatif. Dès la fin de l'émission, Renaud Muselier, donc le président de la région Sud, qui ne décolère pas contre les annonces du ministre de la Santé sur Marseille, a fait un tweet élogieux pour saluer le sérieux et l'humanité du Premier ministre. Alors, Jean Castex, il est vrai, a fait des annonces financières pour compenser l'impact de la fermeture pour 15 jours des bars et des restaurants. Mais cette séquence Marseille est quand même une illustration de la difficulté du gouvernement à avoir, alors je ne dis pas une ligne, mais à tout le moins une communication claire. Première contradiction, l'insistance d'Emmanuel Macron à dire qu'il faut vivre avec le virus, c'est-à-dire continuer à vivre aussi normalement que possible pour ne pas mettre à nouveau en péril l'économie. Or, par définition, des mesures de restriction bloquent l'activité et on sait le poids économique du secteur de la restauration. Deuxième contradiction, le gouvernement n'a cessé de vanter le rôle des maires, de revendiquer, d'écouter et d'associer les élus de terrain. Et là, tous les élus concernés disent avoir été mis devant le fait accompli ou au mieux avoir été informés par téléphone une petite heure avant les annonces. La maire de Paris aussi, Anne Hidalgo, dit la même chose à propos de la capitale. Faire confiance aux maires ou décider d'en haut, ce n'est pas pareil. Mais au fond, Guillaume Tabar, est-ce que ça n'arrange pas un petit peu les élus locaux de laisser l'État assumer la responsabilité de toutes ces décisions effroyablement impopulaires ? Soyons francs, cette dimension est présente aussi. Par définition, si les hospitalisations repartent fortement à la hausse, les mesures prises ne peuvent être que difficiles et donc impopulaires. Et pour un élu, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine facilité à se mettre du côté de la frustration ou de la colère des habitants et de laisser l'État prendre seul la foudre. Mais ça, le gouvernement le savait. Et c'est bien parce que ce risque existait que, surtout dans le cas si symbolique de Marseille, Olivier Véran aurait dû chercher à impliquer davantage les élus pour qu'ils partagent d'abord le diagnostic et ensuite les décisions. Et la preuve, c'est que Jean Castex a finalement pris soin d'appeler lui-même dans la matinée d'hier la maire de Marseille, Michel Rumirola, ou le président de la région, Renaud Muselier. Et puis par ailleurs, hier soir sur France 2, le Premier ministre a fait la pédagogie qui avait manqué dans les annonces un peu sèches faites la veille par Olivier Véran. Et voyez-vous, le fond du problème, c'est que après les approximations, pour être gentil, sur les masques, et après le raté de la gestion des tests, il y a aujourd'hui un problème de crédit de la parole de l'exécutif. Eh bien, au moment où se développent des appels au relâchement, donc il faut le dire, à l'irresponsabilité, je pense par exemple à celui de Nicolas Bedos, le gouvernement aurait tout à gagner, aurait plutôt besoin d'associer tous les acteurs publics, donc les élus locaux, plutôt que de les négliger et même de les braquer. Le point de vue et l'analyse politique de Guillaume Tabar, du Figaro, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. Et donc je vous souhaite un bon week-end. Et à lundi, Guillaume, sans faute, il est 8h17 exactement. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. En studio avec nous et démasqué, il est venu avec un masque, mais il l'a enlevé pour parler au micro, Éric Orsena, académicien français, auteur chez Fayard Stock de Cochon, voyage au pays du vivant. Monsieur Orsena, bonjour. Mais bonjour. Qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi le cochon ? Parce que non seulement c'est un précis donc sur cet animal extrêmement sympathique, on va pouvoir avoir le temps d'en parler, mais il n'y a pas que ça. Vous dites que c'est un animal tout à fait extraordinaire en quelque sorte. Pourquoi ? Alors en fait, je travaille depuis 15 ans maintenant sur la mondialisation. Oui, ça c'est le 6e tome du voyage au pays du vivant. C'est-à-dire nos relations avec les éléments comme l'eau, les relations commerciales, les relations de tension sur les fleuves, et j'avais précédemment écrit un petit livre qui s'appelait Géopolitique des moustiques. Absolument. C'est-à-dire des relations entre tous les êtres humains, tous les êtres animaux, dont les humains et les animaux. Et j'avais envie de monter un peu plus vers quelqu'un de plus proche, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce personnage du cochon. Alors c'est extraordinaire que vous disiez quelqu'un, mais il y a une raison à ça, une raison génétique. Génétique, puisque c'est
l'animal qui, à part les chimpanzés, est le plus proche de nous. Oui. C'est-à-dire, à 95%, nous sommes comme les cochons. C'est-à-dire que nous avons les mêmes organes, qui sont disposés de la même manière. C'est pour ça qu'en santé, on peut utiliser des bouts de cochon pour nous rafistoler. Mais bien sûr, par exemple, quand nous avons un problème de valve cardiaque, notre valve est remplacée par une valve de qui? Du cochon. Quand nous avons un problème de diabète, nous recevons de l'insuline qui est fabriquée par quoi? Eh bien, le pancréas, qui est assez semblable au nôtre, celui du cochon. Quand nous avons des problèmes de peau, notamment des évolutions de cancer de la peau, comment on analyse ça? Par le cochon, puisque sa peau toute rose, pour la plupart des cochons, est semblable à la nôtre. Donc c'est cette continuité. On a une vision, vous savez, très très étrange de nos relations avec les animaux. On pense qu'ils sont pas comme nous. Et on l'a vu d'ailleurs dans. C'est vrai. Mais ils sont mais on est. Vous savez, Diderot dit une chose formidable. Il dit qu'on pense que c'était de la contiguïté, c'est-à-dire qu'on était à côté. Et lui dit pas du tout. On est dans la continuité. Regardez ce qui se passe. Dans toute la chaîne du vivant, Oui. vous avez le plus infime du vivant, c'est le virus. Oui. Le virus qui a besoin d'une cellule pour se reproduire. Et à l'autre bout, c'est nous les plus sophistiqués. Eh bien, le plus infime, mais à genoux, le plus sophistiqué. C'est ça que j'ai voulu raconter. Grâce au cochon. Parce que vous savez, un écrivain, il a besoin d'un personnage. Et mon personnage, c'est le cochon. Quel formidable personnage, en tout cas, que ce cochon, qui est un animal supérieurement intelligent, on le sait, très sympathique. Saviez-vous, Éric Orsena, que Georges Clooney, l'acteur, a vécu 18 ans avec un cochon, avec Max, avant de passer aux femmes, bien évidemment. Ce qui n'a pas facilité sa vie personnelle. Ah non? On peut Pourquoi? imaginer, je sais pas, quand on partage le lit, c'est un peu compliqué, je sais C'est pas vrai, comment ça se c'est vrai. passait. Je ne sais pas jusqu'où allait leur relation, mais le fait est qu'ils vivaient en parfaite symbiose avec Max. Ce sera peut-être le tome 2. Ah, éventuellement. Comprenez, voilà. Dites-moi, est-ce que vous, pour autant, donc vous avez passé quand même un sacré bout de temps sur le dossier du cochon, mais vous continuez à le manger? Bien sûr. Alors, il y a la question qu'on peut se poser, et je comprends tout à fait les gens qui veulent être véganes, c'est-à-dire qui ne mangent plus d'animaux. Moi, je continue à être omnivore. C'est-à-dire, en plus, je suis extrêmement gourmand. Ma grand-mère était lyonnaise, j'ai été critique gastronomique au Gomillot. Donc, voilà, simplement, respectons. C'est-à-dire, j'ai vu des abattoirs qui tous serrent le cœur, mais qui font ça le moins mal possible. Et puis, j'ai vu des horreurs. Donc, j'ai mené l'enquête vraiment comme ça. C'est-à-dire que ces cochons qui sont si proches de nous, il faut bien les traiter, il faut les remercier. Vous savez, dans la nation iroquoise, quand il y avait un débat, un palabre, il y avait toujours quelqu'un qui dit « Mais qui va parler pour le loup ?» Et moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire, ce point de vue, nous n'avons pas le monopole du vivant. Nous, êtres humains, n'avons pas le monopole du vivant. Nous sommes une planète d'associés. Et si on ne considère pas que nous sommes une planète d'associés, eh bien, d'une certaine manière, il y a une vengeance de l'environnement ou une vengeance des animaux. Quand on va trop loin dans leur territoire, on a bien vu avec Ebola, on va trop loin dans leur territoire, eh bien, d'une certaine manière, il dit, vous êtes chez moi, eh bien, écoutez, moi j'ai l'habitude de vivre depuis longtemps avec des virus, vous non. C'est pour ça que j'ai aussi travaillé avec les chauves-souris qui sont les reines de l'immunologie. Ah, c'est extraordinaire la chauve-souris, puisque la chauve-souris intègre tous les virus baladeurs. Exactement. Hop, elle les chope tous. Elle les chope tous et sans en être malade. Pourquoi sans en être malade? Parce qu'il y a une longue cohabitation pendant des millions d'années, donc ils ont habité à vivre ensemble, parce que nous, notre confinement, quand au bout de 30 ans, on sera confiné avec nos conjoints, nos conjointes, on peut imaginer soit qu'on se sera tué, soit qu'on se sera à peu près habitué, les chauves-souris. Mais en plus, les chauves-souris, elles volent. Et pour voler, elles doivent doper leur métabolisme. Oui. Elles ont des fièvres incroyables. Et donc, elles sont comme si elles avaient une sorte de grippe permanente. Et comme ça, les virus sont apaisés pendant cet élan, cette montée vers le 7e ciel. Est-ce qu'il vous semble, Éric Orsena, que les intérêts du monde paysan au sens large du terme, y compris les éleveurs de cochons, et les intérêts de l'environnement et de la défense indispensable de l'environnement sont définitivement incompatibles? Je pense à ça avec l'affaire des néonicotinoïdes et de la betterave. Alors, moi je travaille, mon métier de base c'est professeur des matières premières, d'économie des matières premières. Donc je travaille avec les producteurs. Et ce que je dis, et je dis sans arrêt,
c'est de rappeler un chiffre tout bête. La part de l'alimentation dans le budget des ménages est passée de 30%. De 25 à 30%, exactement, on est à 10. 25%, on est à 10. Ouais. Donc, quand on sacrifie l'alimentation, on sacrifie ceux qui produisent l'alimentation. Donc on sacrifie ceux qui nous nourrissent et qui sont pris en tenaille d'injonctions tout à fait contradictoires de faire de moins en moins cher et de respecter de mieux en mieux. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Comprenez, c'est ça l'affaire. Et donc moi je respecte infiniment les agriculteurs, mais soyons cohérents avec eux. On ne peut pas tout leur demander et arrêtons de sacrifier ce qui est la vie même, c'est-à-dire l'alimentation. Un dernier mot, Éric Orsena, que je regrette de ne pas avoir plus de temps avec vous. Vous avez été conseiller de François Mitterrand à une époque, donc il y a une quarantaine d'années. On n'était pas en guerre, hein, c'était comme aujourd'hui, c'était une période de paix civile. Est-ce que vous pensez que M. Castex, aujourd'hui, a un boulot impossible? C'est extraordinairement compliqué. Ce que je vois simplement, une inflexion qui me semble absolument nécessaire. Plus j'avance en âge, plus je connais mon pays, plus je l'aime et plus je le juge vraiment compliqué. C'est il faut en finir avec les dictates venus d'en haut et le jacobinisme. C'est-à-dire Paris-Marseille, là. Oui, c'est que il faut bien se rendre compte que la santé et la science, elle est pareille à Paris et à Marseille. Mais on discute avec les élus. Vous savez, ça fait 6 ans que je travaille avec l'Association des maires de France. Je suis au conseil stratégique d'Action Cœur de Ville. Donc je vois que quand il y a un dialogue entre Paris et les différents élus, c'est mieux. Parce qu'il y a une sorte de réflexe de folie en disant que à Paris, on sait mieux et on va dépenser moins. Et ça, c'est 2 conneries. 2 conneries, dit Éric Orsena, mais c'est pas le cas de son bouquin. Hein. Cochon, voyage au pays du vivant, ça vient de sortir chez Firestock. Je pense que ce qu'il vous en a dit vous a donné envie d'en savoir plus. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon week-end. Éric Orsena, il est 8h25 exactement. À suivre dans un instant la note américaine de Laurent Saïm, consterné par ce qui se passe à Louisville, dans le Kentucky.